Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. On va s'intéresser aujourd'hui à la lecture qui est au centre de la connaissance. Et pour des entrepreneurs que vous êtes réellement ou potentiellement, ça peut être un vrai sujet d'intérêt. Avec un entrepreneur, Juan. Bonjour Juan. Bonjour. Fondateur de YouScribe. Le pitch de YouScribe en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de Netflix ou de Spotify, mais pour la lecture. Pour la lecture, on est dans le vif du sujet. Alors on va revenir sur cette belle aventure qui est celle de YouScribe, mais auparavant, on commence toujours par regarder un peu l'actualité. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ces dernières semaines? D'abord une actualité très récente, puisque j'en reviens de Tunisie, où s'est tenu à Djerba le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, qui n'avait pas eu lieu depuis quelques années. Covid oblige. Covid oblige, et qui a rassemblé toute une série d'acteurs venus de très nombreux pays, et pas uniquement d'Afrique, et pas uniquement de France, du Québec, mais c'était l'occasion de voir comment la langue française a une belle vitalité. Oui, comment se porte-t-elle cette francophonie? Quel a été votre ressenti? Mon ressenti, c'est de comprendre que toute une série d'initiatives avaient été prises pour renforcer le côté économique de la francophonie. On est moins dans le culturel, on est plus dans le business? Oui, c'est ce que j'ai perçu, en tout cas dans cette édition, qu'il y avait une volonté de tous les acteurs. Il y a eu par exemple un magnifique exposé du Premier ministre du Québec à cette occasion, où les différents intervenants pensent que pour renforcer le développement de la langue française, qui vise à faire travailler ensemble des différentes instances qui parlent la même langue, en fait. Que la lingua franca, au sens propre. Mais absolument. Et que le côté économique était un facteur de renforcement de ce développement. Alors c'est intéressant parce que ça marche dans les deux sens. En fait, le business peut se renforcer parce qu'on parle le même langage et donc on se comprend mieux. Et en même temps, on défend mieux cette culture francophone quand on fait des affaires ensemble. C'est ça, la prospérité commune. Oui, absolument. Absolument. Donc vous revenez plutôt enthousiaste de Très Tunis. Enthousiaste. Et puis aussi, j'ai envie de le souligner, enthousiasmé par la façon dont la BPI, dont le MEDEF, dont Business France, tous ces acteurs qui font partie du monde entrepreneurial ici en France, comment ces différents acteurs se battent pour renforcer le développement des entreprises en France et à l'international. Et on va revenir sur ce que vous faites, notamment en Afrique avec YouScribe, mais vous êtes un observateur privilégié justement du dynamisme de cette langue française, de cette francophonie. Parfois, il y a des inquiétudes en se disant, bah oui, le français perd du terrain au détriment, par exemple, de l'anglais. Est-ce que c'est votre ressenti ou est-ce qu'au contraire, vous voyez un dynamisme et une énergie qu'on ne perçoit pas toujours de France? Il y a un dynamisme évident, ne fût-ce que par l'effet de la croissance démographique. Aujourd'hui, il y a 320 millions de locuteurs francophones. Il y a un nombre très important de personnes qui apprennent le français dans le monde, qui ne sont pas des locuteurs francophones de naissance. Et on dit souvent qu'il y aura 750 millions de francophones à l'horizon 2050. Donc ça montre quand même bien que la langue française, ses usages ont de beaux jours. Mais par exemple, l'avenir. On voit des régions comme le Maghreb où apparemment le français recule quand même. Les nouvelles générations le pratiquent, le parlent moins. C'est vrai. C'est ce qu'on constate. Ça donne autant de motivation pour et un développer beau l'activité. Une belle mission pour YouScribe. Au-delà de ça, dans l'actualité un peu générale, on peut dire un mot de l'édition peut-être. Alors vous, c'est pas votre cœur de métier, l'impression, l'édition, la diffusion de livres papier, mais c'est un secteur qui, après quelques années d'euphorie liée à la crise sanitaire, souffre un peu plus maintenant. Oui, parce que les coûts de l'énergie ont renchéri tous les coûts de production. Donc on se retrouve dans une économie où
la distribution du livre en format papier, la production des livres en format papier, tous ces facteurs-là ont tendance à renchérir et probablement il y aura un effet d'augmentation des prix. Donc c'est jamais idéal en fait. Alors il y a l'effet prix, mais il y a aussi l'effet retombée de la crise sanitaire. C'est vrai que bon, en période de confinement, on cherchait tous à s'occuper. Donc la consommation de livres était un bon moyen, entre autres. Ouais. Ça, il y a finalement aussi quelque chose, une flamme à entretenir pour garder cet intérêt des lecteurs. Oui, parce qu'au fond, le livre est en compétition par rapport à d'autres industries culturelles. Oui, vous mentionnez le Netflix de la lecture. Oui, avec l'industrie de la vidéo, de la musique, les réseaux sociaux qui jouent de plus en plus un rôle auprès des jeunes, notamment. En fait, c'est du temps qui est capté par d'autres industries et contre laquelle l'industrie du livre doit se battre en permanence pour trouver des justifications. Et vous trouvez qu'elle se renouvelle, qu'elle a une créativité suffisamment forte justement pour garder sa part de marché? Oui, je pense. D'abord, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans cette industrie pour y insuffler des éléments du numérique. Je pense à toute l'activité que développent les éditeurs autour des réseaux sociaux. TikTok, par exemple, est un exemple pour promouvoir le livre en dehors des circuits habituels de la distribution du livre. Donc je pense qu'il y a un réveil chez les éditeurs autour de la nécessité de mieux se positionner, en particulier auprès des jeunes. Bon, voilà donc pour le paysage lié à l'actualité. On va s'intéresser maintenant à l'aventure YouScribe plus en détail. Alors Juan, comment est-ce qu'est né YouScribe? Ça a été quoi l'étincelle? C'est un mystère pour moi. Je n'ai pas de réponse. Oui. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs répondraient de la même façon. On ne sait jamais très bien. Parfois, il y a une vision, il y a une intuition, il y a une rencontre. Enfin, parfois, il y a des éléments clés. Vous dites, il n'y en a pas eu? D'abord, je travaille dans l'édition avant, puis j'avais créé une librairie sur Internet, et donc j'avais envie de rester dans cet univers, et je ne savais pas très bien quoi faire après avoir cédé ma précédente activité, et je me suis dit qu'avec voilà, des aventures comme celle de Netflix ou de Spotify ou de Deezer, il y avait quelque chose de nouveau, d'innovant à apporter dans le secteur de la lecture au sens large. Et l'intuition était là, et on a fait le choix d'une bibliothèque numérique en streaming à ce moment-là. C'était quand? C'était en 2011. 2011. Ouais, donc ça fait déjà 11 ans que vous portez cette aventure entrepreneuriale. Avec une révolution, vous mentionnez Netflix, de business model finalement, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire cet accès à la littérature. En tout cas, j'imagine que c'était l'ambition et le rêve de départ, de façon illimitée via un abonnement. Oui, faciliter l'accès à la lecture. Je pense qu'il y a des valeurs au départ que j'avais envie de défendre, qui étaient de trouver des moyens innovants pour faciliter ces accès, en dehors de la distribution traditionnelle du livre, qui est très bien organisée, puisqu'en France, vous avez un nombre très important de librairies, vous avez un nombre incroyablement important de bibliothèques qui existent ici, dans notre pays, ce qui n'est pas du tout le cas dans des pays plus éloignés. Et il y avait matière dans l'univers du numérique à reproduire le modèle de bibliothèque. Il y a aussi des modèles qui permettent de vendre des fichiers numériques en téléchargement, mais c'est un modèle plutôt de librairie. Alors, c'est jamais un long fleuve tranquille, la création et le développement d'une entreprise. Entre cette ambition du départ et ce que vous êtes devenu aujourd'hui,
quelles ont été les étapes clés? Mais les étapes clés, c'est toujours se rappeler que même s'il y a mystère autour de la création, il y a la volonté au départ de développer ce modèle de bibliothèque numérique en France, avec une difficulté à surmonter, mais toutes les entreprises innovantes ont ce genre de difficulté à surmonter, qui était d'entraîner les éditeurs dans le développement de ce modèle. La clé, c'est d'avoir accès à des catalogues. Bien sûr. Et là, mais comme ça arrive souvent, il y a des interrogations autour du modèle, comment fonctionne la répartition des revenus, quel type de prix aussi qui peut être proposé aux utilisateurs. Alors justement, quelle est votre recette, votre business model à vous chez YouScribe? Comment est-ce que vous fonctionnez? En fait, il y a deux aspects. Mais on va dire que c'est comme une bibliothèque traditionnelle. Il y a d'abord la capacité d'agréger des catalogues de qualité qui correspondent à des besoins d'utilisateurs. Et nous opérons sur deux canaux de vente. Le premier, c'est la vente aux particuliers, ce qu'on appelle le B2C. C'est-à-dire qu'on propose des ventes d'accès. On peut employer le mot d'abonnement, mais je préfère le terme de vente d'accès, ou à des particuliers qui achètent les accès directement, où l'on vend en B2B à des entreprises, à des écoles, à des universités, à des entreprises qui voient un moyen nouveau d'améliorer les études, la formation professionnelle. Ouais. De répandre ce savoir qui est bien sûr très précieux. Oui. Mais donc, sur ce modèle, si on reste sur le modèle des particuliers, je m'abonne à 9,99 par mois à la bibliothèque YouScribe, et on a un accès illimité sur n'importe quel appareil du marché. Et après, donc pour les éditeurs, comment est-ce que s'opère la répartition entre les uns et les autres, et entre YouScribe et eux? Nous, on est diffuseurs-distributeurs. On reverse systématiquement 60% de nos revenus aux éditeurs. Et on le fait titre à titre en fonction de ce qui a été lu. D'accord. Donc c'est une clé de répartition qui existe dans les autres industries, de la vidéo, de la musique. La musique notamment et autres. Mais ça leur fait encore peur aux éditeurs. Ils sont encore un peu rétifs. Est-ce que c'est parce que finalement, ils ont un modèle qui fonctionne assez bien avec leur modèle traditionnel? Il y a plusieurs explications sur ces interrogations des éditeurs. Je pense qu'il y a le côté innovant du modèle qui suscite beaucoup d'interrogations. Oui, enfin Spotify existe depuis un petit moment, Netflix aussi. Oui, mais on est dans un univers où le prix unique du livre a dominé les marchés, c'est-à-dire un modèle où c'est l'éditeur qui fixe le prix du livre. Ça, c'est vrai en France, mais dans les autres pays, est-ce que c'est aussi protégé et comment dirais-je, est-ce que c'est aussi difficile de les convaincre? Ça dépend. Ça dépend des pays. Quand je pense à la Suède, à l'Angleterre, aux États-Unis, en Chine, ces modèles de bibliothèques en streaming connaissent des développements extraordinaires. Ils ont basculé, eux. Et ils ont déjà basculé. Il y a des pays, je pense à l'Afrique par exemple, où là la question de la diffusion-distribution est un problème en soi, puisqu'il y a très peu de librairies et très peu de bibliothèques. Donc chaque pays vit sa révolution numérique de façon un peu différente. Alors parlons-en de l'Afrique justement, parce que ça fait partie des grands virages que YouScribe a emprunté. Maintenant, c'est 90% de votre business, l'Afrique. Exactement. Comment ça s'est passé et comment ça fonctionne justement en Afrique? C'est né du hasard aussi, de rencontres, de voyages. Je me rappelle en 2017, j'ai eu l'expérience d'un salon du livre en Guinée, à Conakry, qui m'a fait prendre conscience que l'offre YouScribe, une offre de bibliothèque en streaming et en illimité, était 100 fois plus utile. 100 fois plus utile qu'en France. Qu'en France, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord une population jeune qui aspire à l'acquisition des connaissances et qui ne peut pas satisfaire ce besoin parce que le livre y est tout simplement trop cher, à un prix inaccessible, et qu'on ne les trouve pas. Et qu'il y a très peu de librairies, très peu de bibliothèques. Donc, et ils sont très bien équipés, par ailleurs, de smartphones.
contrairement à ce qu'on croit souvent. Ah non, Ils ont souvent 2 smartphones. Oui, on le sait, c'était le leapfrog. Exactement. C'est d'ailleurs c'est l'outil central oui, pour continent. Toutes les activités de la vie. Bien sûr. Ils font souvent beaucoup plus de choses que nous avec leur smartphone. Et donc, en 2017-2018, on a choisi, chez YouScript, c'était un choix stratégique délibéré d'orienter la plus grande partie de nos activités dans ces pays d'Afrique où un grand nombre de pays parlent le français, n'oublions pas. Donc, et ça a tout changé. C'est depuis d'ailleurs cette bascule. Donc vous êtes une entreprise africaine maintenant, vous qualifieriez comme ça? Oui, je considère. Et je dis souvent d'ailleurs à mes équipes qu'un jour, on aura plus de collaborateurs basés en Afrique que basés en France. Avec un dynamisme de l'édition africaine aussi que vous vantiez quand on discutait un petit peu en préparant l'émission. Beaucoup d'éditeurs et beaucoup d'auteurs finalement africains. Oui. Comme en France d'ailleurs, il n'y a pas moins ou plus d'écrivains dans ces pays. Non, mais qu'on connaît moins en France du coup. Oui, puis ils ont surtout de grandes difficultés à exister en tant qu'écrivains puisqu'ils n'ont pas le système de diffusion, de distribution des livres comme on le connaît. Donc ils ont compris que les solutions numériques étaient une solution pour eux d'exister en dehors de leur propre pays. Dans les sous-régions, par exemple, un éditeur ivoirien a l'occasion, grâce à YouScript, d'être connu, d'être lu au Sénégal, d'être lu au Maroc, d'être lu par la diaspora qui existe pour la plupart de ces pays dans le monde entier. Donc il y avait un changement de paradigme très important. Et du coup, cette arrivée et ce développement sur le continent africain, est-ce que ça a fait accélérer votre business? Est-ce que vous avez vu ça a tout changé. Vraiment, c'est ça le plaisir, je pense, d'une entreprise. On se posait la question, pourquoi on crée une entreprise? J'ai dit tout à l'heure, on ne le sait pas vraiment, mais rétrospectivement, et même si c'est approximatif, je dirais qu'il y a une aventure collective, une énergie collective qui s'est développée depuis ce changement, ce pivot géographique autour de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on s'est senti aussi beaucoup plus utile. Avec, on distribue des livres, on a un modèle économique. Vous arrivez à gagner de l'argent maintenant? L'entreprise est rentable? Oh, mais bien sûr. C'est un développement. On a passé le cap du million d'abonnés. On va chercher le 2e million d'abonnés. Et ça va très, très vite. Il y a certains pays... Ça veut dire combien de chiffre d'affaires si on peut... On est à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, donc une accélération... Une accélération très significative. Alors évidemment, il y a des pays plus dynamiques que d'autres, comme le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. Mais le Mali, plus récemment, est en forte croissance. Pour clore ce chapitre sur YouScript, avant de parler de votre parcours personnel, une question qui me taraude, pourquoi, quand on est un ardent promoteur de la francophonie comme vous, on appelle son entreprise YouScript, avec une connotation donc très anglaise? Oui, alors c'est le choix d'une marque, c'est une aventure en soi, puisque d'abord il y a la difficulté de trouver un mot français, de dictionnaire en langue française qui soit libre, comme marque dans l'Internet. Beaucoup de marques sont prises. C'est vrai pour l'anglais aussi. Et c'est vrai aussi pour d'autres langues. Donc moi j'ai cherché à exprimer dans la marque d'abord la transmission des savoirs et la diffusion des écrits, le scribe. Donc c'est pas scribe, c'est scribe. C'est vraiment scribe au sens... Oui, on est présent en Afrique du Sud maintenant et on a d'autres pays que l'on vise dans des territoires où il y a plus d'anglais ou plus d'arabe. Et donc la prononciation est scribe dans ces pays-là, et c'est naturel. Donc le scribe, c'est celui qui transmet les savoirs. Le you, c'est aussi s'adresser à toute une série de producteurs d'écrits, que ce soit des professeurs, que ce soit des élèves, que ce soit des écrivains qui ne trouvent pas d'éditeurs, que ce soit des productions de contenu en entreprise ou dans l'université. YouScript est une bibliothèque
numérique ouverte, c'est-à-dire que tout un chacun peut publier. Un peu comme YouTube, finalement. Écrits. Et évidemment, il y a la proximité avec YouTube. Voilà. Et je pense qu'une bibliothèque moderne est une bibliothèque qui donne l'accès à la lecture pour tous, mais qui donne aussi le pouvoir de publication à tous. Je pense à des thèses universitaires, par exemple, en Afrique, qui ne seront jamais éditées. Et seule une plateforme numérique permet d'en diffuser les accès au plus grand nombre. Bon, voilà pour la réponse. On va s'intéresser maintenant à votre parcours personnel. Alors, Juan, vous le rappeliez tout à l'heure, vous avez commencé comme Jeff Bezos en lançant un Amazon, un concurrent d'Amazon. Oui, je remonterai un peu plus loin si je peux revenir à l'âge de 15 ans. Ouais. Je viens d'un pensionnat, en fait. J'ai découvert la littérature, comme certains d'ailleurs, grâce à un professeur de français pour lequel j'ai toujours encore beaucoup d'admiration et qui m'a donné ce goût de la lecture. J'ai commencé dans l'édition, chez Actes Sud d'ailleurs, pendant 9 ans, où j'ai eu le plaisir à la fois de découvrir un univers économique, quand on y pense, où l'enjeu était de découvrir des bons auteurs et de les faire connaître. Et cette entreprise s'est beaucoup développée. C'est un modèle d'entreprise dans l'édition intéressant. Et j'ai eu envie à la fois d'aventure, d'indépendance, en créant une librairie sur Internet, chapitre.com, spécialisée dans les livres anciens, des livres épuisés, avec toujours, je pense, cette idée qui est présente chez YouScribe, c'est de faire se rencontrer des livres et des lecteurs qui ne pouvaient pas se rencontrer facilement, puisque des livres d'occasion, des livres épuisés, sont souvent dispersés dans des réseaux de bouquinistes éloignés les uns des autres, et que l'Internet a permis justement de rendre disponibles des livres qui ne l'étaient plus. Oui, donc vous faites partie de cette première génération d'entrepreneurs Internet, finalement, et cette vague technologique vous a plus quitté. Exact. Oui. Les nouvelles technologies m'ont toujours intéressé, en fait, dans la mesure où elles peuvent renverser des habitudes, changer les choses. Vous avez des modèles, est-ce que business models, il y a le modèle économique, mais il y a aussi les rôles modèles qui peuvent inspirer des entrepreneurs. Vous avez, vous, des sources d'inspiration? Vous avez mentionné ce professeur, des gens qui justement vous inspirent au quotidien en tant qu'entrepreneur? Oui, alors je vais peut-être vous étonner, mais c'est moins les entrepreneurs qui peuvent m'inspirer. Je parlerai plutôt des écrivains, par exemple, ou des œuvres qui m'ont beaucoup marqué. Je pense par exemple des auteurs qui ont beaucoup compté pour moi, des Nerval, des Maupassant, même des Proust, qui à leur manière ont construit presque des monuments qui peuvent s'assimiler à des entreprises. Et il y a quelque chose en particulier qui résonne en vous dans ces œuvres? Oui, je pense que il y a la beauté du monde, je pense. Il y a la capacité d'écrire avec des mots choisis, des mots à soi, à faire découvrir un monde tel qu'on ne le voit pas tous les jours. Ce côté mystérieux. Et c'est ça que vous avez envie de communiquer finalement à vos abonnés, à ceux à qui... Oui, parce que un projet comme celui de YouScribe, on l'a rappelé tout à l'heure, permet de favoriser l'accès à la lecture dans le monde entier. C'est ça qui, je trouve, est intéressant et que je vois dans mes équipes. C'est cette énergie ou mes associés d'ailleurs, ou mes équipes à avoir un rôle utile. Combien de clients ne nous disent pas, par exemple, si régulièrement, mais grâce à vous, on a lu des livres qu'on n'aurait jamais pu lire sans vous. Grâce à vous, on a pu mieux réussir nos examens. Grâce à vous, on a progressé, on a eu des surprises. Donc, transmettre cette expérience qui a été la vôtre à 15 ans en tant que pensionnaire au reste du monde. Une dernière question, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous rêvez d'accomplir dans les prochaines années?
Alors, d'abord, renforcer le développement de la société. Ça passe par quoi? Par le fait d'associer un plus grand nombre d'éditeurs. On a déjà 2000 éditeurs et 400 sont des éditeurs africains. Enfin, un travail énorme pour avoir des catalogues locaux, d'où notre présence dans un grand nombre de ces pays. C'est aussi d'ouvrir de nouveaux pays. Je pense par exemple à l'Algérie, qu'on espère ouvrir bientôt, qui est un pays difficile. Je pense à Madagascar, je pense aussi à des partenariats avec des opérateurs avec lesquels on ne travaille pas encore. On travaille avec la plupart des opérateurs. Donc développer la société pour l'amener à une activité encore plus grande, avec chaque fois une plus grande rémunération des ayants droit, des auteurs et des éditeurs. Bon, du pain sur la planche en perspective, vous viendrez nous raconter les prochains chapitres par la suite avec grand plaisir. Merci en tout cas, Erwan, pour ce témoignage. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.